Tu as déjà ouvert la page Fusion dans DaVinci Resolve, ajouté quelques nœuds, et rien n'a fonctionné comme tu voulais. Et au fond, tu ne sais pas vraiment à quoi servent toutes ces options. Aujourd'hui, on remet de l'ordre. On va parler des nœuds, des viewers, de l'inspecteur, mais aussi des courbes, des keyframes et des masques, avec des explications claires et suffisamment complètes pour que tu puisses ensuite suivre n'importe quel tuto utilisant Fusion sans te perdre. Je t'emmène de l'ouverture de DaVinci Resolve à la découverte complète de la page Fusion. Alors Accroche-toi, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Cette vidéo est assez longue parce que j'ai voulu rassembler un maximum d'informations sur l'ensemble de la page Fusion. Bien sûr, je ne peux pas tout aborder en une seule vidéo, mais je suis convaincu que tu y découvriras des outils auxquels tu n'as peut-être jamais pensé. Ce que tu vas voir maintenant, ce n'est pas un tutoriel pas à pas, où tu reproduis chaque clic. C'est plutôt une vision plus large de ce que Fusion peut offrir, et un aperçu des nombreux outils à ta disposition. Et pour t'aider, j'ai découpé la vidéo en plusieurs parties. Tu trouveras des fiches pour aller directement à ce qui t'intéresse le plus. Fusion, c'est le module d'effets visuels et motion design intégré directement à DaVinci Resolve. À l'origine, c'était un logiciel indépendant utilisé à Hollywood. Et depuis la version 15, il fait partie intégrante de Resolve. Il s'adresse aux monteurs qui veulent dépasser les simples effets de la page montage, aux étalonneurs qui souhaitent ajouter des incrustations et des corrections avancées, et aux graphistes ou artistes VFX qui créent des titres animés, des compositions 2D ou 3D et des effets spéciaux. Son grand avantage, il est totalement intégré à l'écosystème Resolve. Depuis la page cut ou montage, tu peux basculer en un seul clic dans Fusion, travailler ton effet, puis revenir directement au montage, sans aucune perte de temps ni export compliqué. Son fonctionnement repose sur un éditeur nodal. Chaque nœud représente une action. En les reliant entre eux, tu construis une arborescence claire et flexible, qui te donne un contrôle total sur le résultat. Et surtout, Fusion travaille main dans la main avec les autres pages de Resolve. Avec la page color pour échanger des masques, avec Fairlight pour caler l'audio au millimètre sur tes animations, et même avec des logiciels externes grâce au format standard comme le XR, le PSD, le FBX ou l'USD. En résumé, Fusion devient utile dès que tu veux dépasser les limites de la page montage et que tu souhaites centraliser montage, colorimétrie, audio et VFX dans un seul logiciel. Dans ce tutoriel, j'utilise la version gratuite de DaVinci Resolve, la version 20.1 avec l'interface par défaut en français. Avant d'entrer dans Fusion, je te propose de refaire un point sur la configuration d'un projet, ainsi que des paramètres qui peuvent impacter directement ou indirectement tes créations. Commençons. La bibliothèque est le premier élément qui va s'afficher à l'ouverture de DaVinci Resolve. Tu peux la considérer comme l'étagère où Resolve range tous ses travaux. Chaque livre sur cette étagère est un projet qui contient des médias, des montages, des effets. Tu peux utiliser la bibliothèque par défaut ou en créer une nouvelle. Lorsque tu choisis l'emplacement, tu dis à Resolve où il garde le carnet de tes projets. Mais ça n'impacte ni tes vidéos, ni tes caches et proxy. Pour modifier les préférences, tu te rends ici et sélectionnes Préférences. Je tiens juste à porter ton attention sur deux parties. La première, mémoire et GPU, impacte Fusion directement, puisque c'est ici que tu vas définir la RAM dédiée et les paramètres graphiques. La seconde, espace de stockage, comme tu le vois écrit ici, indique que DaVinci va stocker les fichiers cache sur l'emplacement indiqué dans cette zone. Assure-toi que le chemin mène à un disque dur suffisamment rapide, comme un SSD. Si tu n'as pas encore créé de projet, clique sur Nouveau projet ou double-clique ici. Une boîte de dialogue te permet de le nommer et ou de modifier son emplacement de stockage. Cet emplacement ne fait que contenir les liens entre les fichiers qu'il contient. Avant même d'aller plus loin, tu dois définir les paramètres du projet selon tes besoins. Pour ce tutoriel, je choisis une résolution Full HD en 1920 par 1080 et une fréquence de 25 images par seconde. Bien adapter ces réglages est essentiel puisqu'ils définissent les caractéristiques qui seront attribuées par défaut aux futures timelines. Si tu travailles en résolution verticale, il suffit d'activer cette option. Pour le reste, je vais laisser les réglages par défaut. Si la bibliothèque est l'étagère et le projet le livre, alors la timeline est comme un chapitre ou une page de ce livre. Pour en ajouter une nouvelle, tu peux glisser directement un élément sur cette partie ou faire commande ou CTRL N.
Ce raccourci revient à faire un clic droit dans la bibliothèque de médias et sélectionner crée une nouvelle timeline. Avec cette méthode, cocher la case ici permet de modifier les caractéristiques de la timeline indépendamment des paramètres du projet, en changer la résolution ou même l'orientation. À présent, nous allons utiliser une composition fusion. Dans Panneau Effets, je glisse l'effet Composition Fusion directement sur ma timeline. Il ne reste plus qu'à cliquer sur l'icône Fusion pour basculer dans la page dédiée. D'ailleurs, dans cette vidéo, je te montre toutes les façons d'ouvrir Fusion. N'hésite pas à aller y jeter un œil. Lorsque tu ouvres Fusion pour la première fois, tu distingues trois parties qui s'affichent par défaut. La fenêtre du bas est l'éditeur de nœuds. C'est ici que tu vas placer les nœuds incluant les effets et tous les éléments graphiques de ta composition. Tu vas pouvoir composer en ajoutant des masques, des trackers, des éléments 3D, des générateurs et bien d'autres choses. En gros, tous les éléments et effets que tu utilises dans cette composition. C'est donc la zone centrale de ta composition où tout sera organisé. Voyons comment s'y déplacer. Clic molette plus glisser permet de se déplacer dans le panneau. Pour zoomer, tu fais commande ou contrôle plus molette. Tu peux voir un nœud déjà présent, appelé Media Out. C'est ce qu'on appelle un nœud de sortie. Sur sa gauche, il y a un triangle orange, qui signifie qu'il peut recevoir une information. Et ce nœud en particulier est indispensable afin de transmettre l'image produite dans Fusion à la page montage. Il te permet donc de voir le résultat des informations qu'il reçoit dans les autres pages de DaVinci. Juste au-dessus, tu as les visualiseurs. Tu peux en distinguer deux, qui sont séparés par un léger trait au milieu. Ils permettent de voir le résultat de ta composition. Et d'ailleurs, c'est toi qui choisis quel nœud afficher, ce qui te permet de travailler étape par étape en visualisant chaque élément indépendamment. En effectuant un glisser-déposer de n'importe quel nœud dans un des visualiseurs, tu affiches son résultat de sortie. Par ailleurs, si tu veux visualiser un seul des deux écrans en particulier, tu peux cliquer sur cette option. Et pour revenir en arrière, tu recliques dessus. Je reviens dans ma composition Fusion. Regarde bien le nœud Media Out. Un point blanc est allumé juste en dessous. Il indique que le nœud affiche son contenu automatiquement sur l'écran de droite. Si le petit point de gauche est allumé, alors son contenu s'affiche dans le visualiseur de gauche. Pour le moment, rien n'est visible puisque rien n'est connecté. Il n'a donc pas d'informations à transmettre. Cette zone est la barre d'outils. Comme d'autres options que nous aborderons plus tard, elle permet d'ajouter des nœuds. Personnalisable, elle propose par défaut cette liste de nœuds. Ils sont répartis dans différents groupes. Ici, tu retrouves des générateurs. Le premier ajoute un arrière-plan. Celui-ci génère du bruit paramétrable. Le troisième permet d'ajouter un texte. Et ce dernier permet d'utiliser un pinceau. Dans cette zone, tu as des effets qui, une fois placés dans la composition, vont te permettre de modifier principalement les couleurs. Dans celle-ci, des nœuds permettent de fusionner, superposer et transformer des éléments. Ces icônes représentent différents types de masques. Cette zone propose des nœuds pour générer des particules. Et enfin, celle-ci a un environnement 3D. Par exemple, je vais ajouter un nœud arrière-plan. Pour en afficher le contenu dans le Media Out, je viens cliquer sur ce petit carré blanc et glisser en direction du triangle orange. En relâchant le clic, une ligne blanche apparaît. Elle représente visuellement le sens de la connexion entre deux nœuds. Pour le moment, seul un fond noir est visible, puisque le nœud background est par défaut paramétré en noir. Il permet de générer des couleurs, qu'elles soient unies ou dégradées, et tu peux même lui attribuer une forme en utilisant un masque. Pour modifier les caractéristiques d'un nœud, tu viens utiliser ce panneau. L'inspecteur. Dans Fusion, il a le même rôle que dans les autres pages de DaVinci Resolve. Dans la page Montage et Cut, l'inspecteur s'adapte aux médias sélectionnés. Dans la page Fusion, il affiche les options du ou des nœuds sélectionnés. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir jouer avec les paramètres pour les animer. Tu peux remarquer que lorsque je clique sur un nœud, les informations affichées changent. Ça te permet donc de modifier les caractéristiques de chaque nœud simplement en les sélectionnant. Les changements que tu effectues dans l'inspecteur impactent directement ce que tu vois dans les visualiseurs, ce qui te permet de voir la réaction de ton action en direct. Ici, sous les visualiseurs, tu as la barre du temps, ou timeline, représentée par une graduation. Les numéros affichés correspondent aux différentes images de la composition. Le petit curseur rouge permet de savoir quelle image de la composition est actuellement affichée. Sa vitesse de défilement dépend du paramètre du projet, ou de la timeline. Souviens-toi, j'ai paramétré en 25 images par seconde. Donc, lorsque je lance la lecture dans Fusion, il affiche 25 images en une seconde.
Comment fonctionne une animation ? Le principe est le suivant, tu dois cliquer sur le petit losange situé à droite du paramètre que tu souhaites animer. Son activation est reconnaissable puisque sa couleur devient rouge. Cette action permet à Fusion de retenir la valeur du paramètre à l'emplacement de la tête de lecture. Si maintenant, je me déplace dans la timeline et que je change la valeur du même paramètre, une nouvelle clé d'animation se crée au nouvel emplacement de la tête de lecture. À présent, Fusion garde également en mémoire la nouvelle valeur, mais précisément à ce nouvel emplacement. À présent, tu peux remarquer dans la timeline des traits blancs qui indiquent l'emplacement des clés d'animation du nœud actuellement sélectionné. Si je lance la lecture avec ce bouton, tu peux voir que l'objet adapte automatiquement l'animation de la première image clé à la seconde. Fusion a donc interpolé tout seul la différence de mon paramètre pour chaque image située entre les deux clés d'animation. Pour annuler une image clé, place la tête de lecture à l'emplacement de ta clé d'animation en sélectionnant le nœud concerné, puis clique sur la clé d'animation rouge pour qu'elle redevienne blanche. Afin de contrôler cette lecture et de voir à quoi ressemble ton animation, tu as plusieurs boutons. Ce sont les commandes de lecture de la page Fusion. En premier, tu as ce bouton qui déplace la tête de lecture au tout début de la composition. Il en est de même pour ce bouton, mais pour la fin de la composition. Ensuite, celui-ci permet une lecture en marche arrière, tandis que celui-ci en marche avant. Et le bouton stop arrête la lecture. Enfin, cette option permet d'activer la lecture en boucle ou ping-pong. Si tu fais un clic droit dessus, tu peux choisir quelle option tu souhaites. Boucle relance la lecture dès le début, dès que la tête de lecture arrive à la fin. Et ping-pong effectue des allers-retours entre le début et la fin. La plupart de ces actions sont réalisables à l'aide des touches du clavier. Espace, lance ou stop la lecture. J, lit en arrière. K, stop. L, lit en avant. Les flèches gauche et droite reculent ou avancent d'une seule image. Majuscule plus flèche de gauche va à la première image du clip et majuscule plus flèche de droite à la dernière. Dans la timeline, tu peux remarquer deux traits jaunes. Ce sont les limites de la plage de rendu et tu peux les modifier en les déplaçant directement avec ta souris ou via ces deux zones de saisie qui te permettent d'inscrire manuellement la valeur de ton choix. Elles peuvent même être changées via un cliquer-glisser. Juste à côté de ces repères, tu as un icône de son. Il te permet d'activer ou désactiver le son de ta composition. Cette zone définit la limite de lecture de ta composition. Elle indique simplement à Fusion ce qui doit être lu pendant tes essais, ce qui est pratique lorsque la lecture en boucle est activée. Commande plus flèche de gauche ou flèche de droite saute directement à l'entrée ou à la sortie de cette plage de rendu. Parfois, tu as besoin de modifier l'emplacement de certaines clés d'animation. Je pourrais supprimer des clés d'animation pour les reprendre une par une, mais ça n'est pas la bonne méthode. Tu as ce panneau image clé. Lorsque tu l'actives, il s'affiche en bas. Il propose une liste verticale où tous les nœuds de la composition sont nommés. Chaque ligne est une représentation d'un nœud dans le temps. Par défaut, il les affiche tous. Afin de faciliter le travail, je t'invite à cliquer sur les trois petits points du panneau et à cocher l'option afficher uniquement ou sélectionné. Dorénavant, tu ne vois plus que les nœuds que tu as préalablement sélectionnés dans l'éditeur de nœuds. Pour adapter automatiquement l'affichage sur la largeur du panneau, clique ici. Sinon, tu peux le faire manuellement avec ce curseur ou avec un clic gauche dans la vue. Ou encore en faisant commande ou contrôle plus molette. Lorsqu'un nœud contient des animations, le panneau propose une petite flèche à gauche du nom. Lorsque tu la déroules, les paramètres concernés par une animation apparaissent. Les traits blancs sont les repères de chaque image clé. Ils sont sélectionnables et peuvent être déplacés. La tête de lecture, rouge, ici est un report de celle de la timeline sous les visualiseurs. Et tu peux remarquer que les traits blancs correspondent parfaitement. Il est possible de la déplacer en cliquer-glisser dessus. En sélectionnant une clé d'animation, un numéro apparaît en bas. Il permet d'inscrire manuellement la valeur où tu veux que cette clé se déplace. Ici, tu as un outil. Il est intéressant lorsque tu souhaites manipuler la durée entre plusieurs clés. En manipulant ces bords, tu modifies la position de l'ensemble des clés qu'il contient. Cette manipulation adapte leur position en proportion des clés les plus éloignées. Juste à côté, cette option active un outil qui affiche les valeurs d'animation sous forme d'un tableau. Nous avons vu l'essentiel de ce panneau. Maintenant, regarde ici. Tu vois un trait incliné entre les différentes clés d'animation. Il est la représentation de la vitesse à laquelle la valeur animée progresse dans le temps. Pour mieux la voir, fais un clic droit, survole la fonction toute taille ligne. Et tu peux choisir plusieurs options correspondant à la hauteur d'affichage des lignes.
En faisant un clic droit sur une ou plusieurs clés, des options apparaissent et permettent de modifier le style de cette courbe. Par défaut, elle est linéaire, donc le changement de valeur dans le temps est proportionnel entre chaque image. C'est pour cela qu'elle est droite. En cliquant sur Step In ou Step Out, je vais demander à ce que l'animation s'effectue d'un coup, soit au début, soit à la fin de l'animation. Tu peux le voir grâce à cet angle droit. Reverse va inverser l'animation des clés que tu as sélectionnées. Si je clique sur lisser ou flat, tu peux voir que la courbe apparaît en forme de S. Ici, tu vois que la vitesse de progression de l'animation est ralentie sur le début, accélère au milieu, puis ralentit de nouveau à la fin. Cette courbe peut être manipulée beaucoup plus précisément pour créer des effets d'animation personnalisés. Et pour ça, on utilise l'onglet Spline. De la même façon que l'onglet Image clé, l'onglet Spline propose un aperçu des nœuds sur une timeline. Chaque option et nœud est représenté sur une ligne. Pour afficher uniquement les nœuds sélectionnés, je viens de nouveau sur les 3 petits points et coche l'option ici. Les manipulations et le comportement de cette fenêtre sont les mêmes que le panneau Image clé. Seulement, un nouveau curseur est ajouté pour modifier le zoom vertical et des cases à cocher apparaissent devant les noms des nœuds ainsi que leurs paramètres. Lorsqu'ils sont décochés, la courbe n'est plus visible. Lorsque tu vois un rond, la courbe est visible mais non manipulable. Et enfin, lorsque la case est cochée, tu peux effectuer toutes les modifications sur la courbe. Je viens adapter la vue en cliquant ici. Cette petite loupe, une fois activée, permet de sélectionner une zone dans laquelle je veux zoomer. En sélectionnant un point clé représenté par ces petits carrés, tu as accès à des poignées. Elles te permettent de modifier directement l'aspect de la courbe manuellement. La valeur du point clé est représentée par sa hauteur dans le panneau. Si je viens le monter ou le descendre, tu peux voir que sa valeur est modifiée dans l'inspecteur. Par ailleurs, tu peux ajouter de nouvelles clés d'animation en cliquant directement sur la courbe et en modifiant la valeur sans passer par l'inspecteur. La touche commande ou contrôle te permet de modifier individuellement l'angle d'un point. Comme dans l'éditeur d'images clés, tu peux faire un clic droit sur une clé et modifier son aspect. Ces mêmes fonctions bénéficient de raccourcis visuels en bas du panneau. Tu retrouves les options lisser, linéaire, step in, step out ainsi qu'inversé. Ici, tu peux reconnaître le même outil que dans le panneau images clés qui permet de modifier la position d'une sélection de plusieurs images clés sélectionnées. Un second, à côté, permet, lui, de déformer et ou de déplacer dans tous les axes. Cette option, régler ping-pong, va reproduire l'animation des points sélectionnés à l'infini en inversant l'animation une fois sur deux. Et celle-ci reproduit l'animation à l'infini également, mais la fait repartir de 0 à chaque fois. C'est très utile lorsque tu veux régler des boucles automatiques. Cette dernière option, régler relatif, permet de faire continuer la valeur de l'animation à l'infini. Par exemple, je crée l'animation d'une rotation à un objet. Je viens ensuite dans le panneau Spline, puis je sélectionne les 2 clés d'animation et je termine en cliquant sur cette option. À présent, si je lance l'animation, la rotation de mon objet est perpétuelle. Plus concrètement, on va ajouter le premier nœud à l'aide de la barre d'outils qui est située sous la timeline. Rappelle-toi, nous avons ajouté le background tout à l'heure. Comme tu as vu, j'ai effectué un glisser-déposer. À présent, je souhaite ajouter un texte par-dessus. Pour ce faire, je viens cliquer sur le bouton de l'outil Texte Plus. Cela ajoute le nœud à la suite du nœud actuellement sélectionné qui apparaît en rouge. Dans le cas présent, il est inséré après le background à l'aide d'un 3e nœud. Cette action s'est réalisée automatiquement parce que j'ai sélectionné au préalable le nœud background. Maintenant, d'autres méthodes sont possibles. Dans le cas où je ne sélectionne pas de nœud, une instance du nœud inséré est placée dans l'éditeur. Pour l'utiliser, tu dois le connecter manuellement. Sinon, tu peux le glisser-déposer où tu le souhaites dans l'éditeur de nœuds. La touche Shift permet de connecter le nœud directement entre les nœuds de cette connexion. Par ailleurs, ce raccourci te permet de déconnecter un nœud en un seul clic. C'est parfait pour replacer facilement un nœud dans une autre zone de ta composition. Si je glisse mon texte plus directement sur la connexion entre le background et le media out à partir de la barre d'outils, l'outil se connecte également automatiquement. Tu peux remarquer qu'un nœud merge s'est ajouté. Le nœud merge dans Fusion est celui qui permet de combiner 2 images ou éléments via une entrée background pour l'arrière-plan et une entrée foreground pour le premier plan. C'est un outil central du compositing. Il contrôle des modes de composition, de transformation, de fondu et plein d'autres options. Dans le cas présent, il me permet de fusionner le nœud background avec le texte plus. Tu peux observer plusieurs triangles de couleur orange, verte et bleue, ainsi qu'un carré blanc.
Le carré est présent dans tous les nœuds et correspond à leur sortie. Ce dernier a pour rôle de donner l'information contenue dans le nœud à un autre nœud. Tout à l'heure, nous avons donné l'information du background au media out. Mais alors, à quoi servent les autres? L'entrée verte permet de mettre l'image connectée au-dessus de l'image de l'entrée orange. C'est parfait pour nous. Le texte se retrouve donc bien devant le background. Mais pourtant, je ne vois toujours rien. C'est normal. Il n'y a encore aucun texte inscrit dans le nœud. Je vais donc ajouter un texte, puis sur le nœud texte, aller dans l'inspecteur. Dans la boîte texte, j'inscris le contenu que je souhaite. Et tu peux donc voir en direct le texte s'ajouter dans le visualiseur du media out. Tu peux aussi réaliser cette action en venant cliquer directement dans le visualiseur avec ton nœud texte et écrire directement à partir d'ici. Je ne t'ai pas dit, mais tu peux aussi activer un nœud dans les visualiseurs avec des raccourcis en cliquant sur 1 ou 2. 1 pour le viewer de gauche et 2 pour le viewer de droite. Le nœud merge permet de connecter le texte, mais il fonctionne également avec tous les éléments, comme des vidéos, des images et des éléments graphiques. Si je connecte le background à l'entrée verte et le texte à l'entrée orange, tu ne vois plus que le background, ce qui est normal. Le background est un élément plein d'une couleur et il est donc placé devant le texte, ce qui le cache. Pour inverser l'entrée background et foreground, plutôt que de le faire à la main, tu peux faire le raccourci commande plus T. Ou faire un clic droit sur le merge et choisir échanger entrée. Il est indispensable que l'entrée orange soit connectée à un élément, sinon rien n'apparaîtra en sortie du merge. Et la résolution finale dépend de celle en entrée orange. Tu peux connecter la sortie d'un seul nœud aux entrées de plusieurs autres nœuds. C'est pratique et même indispensable pour créer des effets ou masques afin de les réutiliser sur d'autres éléments de ta composition. Une fois connecté, tu peux placer les nœuds comme tu le souhaites dans l'interface. Cela n'impacte pas le résultat final. Il s'agit uniquement de ton organisation visuelle. D'ailleurs, si tu souhaites changer la disposition de tes panneaux pour travailler en vertical par exemple, tu peux aller dans Espace de travail et choisir Pré-réglage fusion. Différentes options s'offrent à toi, comme Mid Flow Vertical, qui est un des plus utilisés. Dans celui-ci, les visualiseurs seront positionnés à gauche, l'un au-dessus de l'autre, et l'éditeur de nœuds à droite, qui sera plus facilement utilisable de haut en bas. Pour le tutoriel, je vais rester sur la configuration par défaut. Nous n'avons pas encore parlé de cette entrée, celle de couleur bleue. Tu la vois présente sur plusieurs nœuds. Elle permet d'ajouter une entrée masque. Mais qu'est-ce qu'un masque? Faisons le point. Un masque, c'est un outil qui permet de définir avec précision quelle partie d'une image ou d'un effet sera visible ou cachée. Concrètement, tu peux dessiner une forme, comme proposé ici dans la barre d'outils, un rectangle, un cercle ou même un tracé personnalisé. Cette forme va servir de filtre. Tout ce qui est à l'intérieur est affiché et tout ce qui est à l'extérieur est masqué. Les masques ne servent pas uniquement à découper une image, ils permettent aussi de contrôler l'influence d'un effet. Par exemple, appliquer une correction colorimétrique uniquement sur une zone précise, ou révéler un élément au travers d'une animation. Dans Fusion, ils sont extrêmement puissants, parce qu'ils sont paramétrables, animables et combinables entre eux. Ils peuvent être connectés à plusieurs médias en simultané, ce qui ouvre la porte à des incrustations, des transitions ou des compositions graphiques beaucoup plus fines et créatives. L'impact d'un masque varie selon la valeur de luminance du masque. Je m'explique, lorsque je glisse un masque, comme l'ellipse, directement dans le viewer, tu peux remarquer qu'il est affiché en noir et blanc. Par défaut, la zone du masque est blanche et le reste est noir. Les parties blanches sont les zones visibles et les parties noires les zones masquées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque j'indique une valeur intermédiaire, une valeur grise? Eh bien, l'effet du masque agit en proportion de la luminance de cette valeur de gris. Si le gris est très clair, alors on voit beaucoup plus le résultat. Et si le gris est foncé, on le voit de moins en moins. Voici un exemple concret. Avec un effet, j'ajoute un nœud de correction de couleur. Son rôle est de modifier directement les informations de luminosité du nœud entrant. Dans ce cas, je choisis de le rendre beaucoup plus rouge. Maintenant, je viens connecter un masque ellipse sur l'entrée bleue. J'affiche le résultat du masque à gauche et le résultat de la correction de couleur à droite. Tu vois que la zone blanche du masque correspond exactement à la zone où l'effet rouge apparaît. Sur l'exemple précédent, j'ai masqué l'impact d'un effet, mais tu peux aussi le connecter directement à un autre média, comme le texte, une vidéo, pour en faire disparaître le contenu. Par ailleurs, c'est grâce à un masque et un background que tu pourras créer les formes de ton choix pour agrémenter tes compositions.
On a compris pas mal de notions. Je te propose maintenant d'explorer plus en détail les différents panneaux que je t'ai présentés, en commençant par l'inspecteur. Quand tu sélectionnes un nœud dans l'éditeur, il s'entoure d'un contour rouge. Ça confirme qu'il est actif et ses paramètres s'affichent dans l'inspecteur. Tu peux sélectionner plusieurs nœuds d'un coup, en cliquer glisser ou avec la touche contrôle ou commande. Il est divisé en deux parties. Outils, qui contient les paramètres principaux du ou des nœuds sélectionnés, et modifieur, qui lui contient les contrôles avancés pour étendre, automatiser ou lier certains paramètres. Tu actives ou désactives un nœud grâce à ce bouton, ou en faisant commande ou contrôle plus P. C'est possible sur un ou plusieurs nœuds à la fois. C'est très utile dans le cas où tu veux faciliter le travail de ton ordinateur en réduisant la quantité d'effets calculés. En haut de chaque bloc de paramètres, tu as une barre d'options et tu y retrouves les éléments suivants. Set Color, c'est un menu déroulant qui permet d'attribuer l'une des 16 couleurs à un nœud en remplaçant sa couleur par défaut. En cliquant sur Version, une barre d'outils supplémentaire avec 6 boutons apparaît. Chaque bouton peut contenir un ensemble distinct de réglages pour ce nœud, ce qui permet de stocker plusieurs versions d'un même effet. Le bouton Pin permet de fixer les paramètres de ce nœud dans l'inspecteur, afin qu'il reste visible, même lorsqu'il est désélectionné. Cela est utile pour les nœuds clés que tu dois ajuster tout en inspectant d'autres nœuds de ta composition. Lock verrouille le nœud afin qu'aucune modification ne puisse y être apportée. Et Reset, qui permet de réinitialiser tous les paramètres de ce nœud. De nombreux nœuds affichent plusieurs onglets. En naviguant de l'un à l'autre, on peut accéder à ces différentes options. Ça permet surtout de répartir les différents paramètres du nœud par groupe et ainsi retrouver plus facilement ce que l'on cherche. L'onglet paramètres, qui a une utilité particulière, est présent sur chaque nœud et permet des choses très intéressantes pour enrichir tes compositions. Tu peux l'utiliser pour inverser le sens d'un masque ou notamment activer ce que l'on appelle le motion blur ou flou de mouvement. Cette option se retrouve principalement sur les nœuds possédant des caractéristiques impliquant un mouvement. Son rôle est de simuler un flou de mouvement naturel qui aurait été obtenu avec une caméra. Elle permet de rendre beaucoup plus organique de nombreuses animations. Observe celle-ci avec ce flou de mouvement et remarque la différence. Attention, son utilisation est assez coûteuse en ressources pour ton ordinateur. D'ailleurs, tu peux l'activer ou la désactiver après un clic droit dans la barre inférieure des viewers. Cette désactivation bloque le calcul du flou de mouvement dans Fusion uniquement, mais il sera quand même présent dans la page montage. Ça permet d'optimiser la fluidité de l'aperçu de ta composition. Dans l'inspecteur, tu peux retrouver des sliders permettant d'aller d'une valeur à une autre en le glissant, des cases à cocher que tu peux activer ou désactiver, des menus déroulants et plein d'autres. En dessous de certains, lorsque tu modifies la valeur, un point blanc apparaît. Il permet de réinitialiser la valeur par défaut du paramètre. D'ailleurs, tu peux la réinitialiser également en double-cliquant sur le nom du paramètre. Comme déjà montré, tu as le petit losange pour activer des images clés selon le paramètre situé sur la même ligne. D'autres options sont possibles à partir de l'inspecteur, comme l'ajout d'expressions ou de modifieurs. Lorsque tu fais un clic droit sur un paramètre, une liste déroulante d'options se déroule. Et tout en bas, tu as Expression. En cliquant dessus, tu actives les expressions pour ce paramètre. Par exemple, le masque ellipse a ces deux paramètres de largeur et de hauteur séparés. Et aucun paramètre de l'inspecteur ne me permet de garder la position, sauf si je le fais du visualiseur directement, à l'aide des repères présents dans les visualiseurs. Pour lier la valeur des deux options, je prends le petit plus du paramètre dans lequel j'ai créé l'expression, puis je viens glisser sur la deuxième. Et là, je n'ai plus qu'à modifier ce second paramètre pour affecter directement la valeur des deux. C'est un peu comme dans Excel, lorsque tu fais égal et que tu récupères la valeur d'une autre cellule. D'ailleurs, comme dans Excel, tu peux y affecter des fonctions qui vont impacter la façon dont agit la valeur. Enfin, pour les modifieurs, il y en a beaucoup. Je vais t'en montrer un et l'activer. Il faut aller sur Modifier avec. Je choisis le Perturbe. Tu peux remarquer qu'il active directement la clé d'animation et que tu ne peux plus modifier manuellement la valeur. À présent, pour influer sur cette animation, il faut aller dans le panneau Modifieur, ici. Et les paramètres du Perturbe sont enfin accessibles. Si tu lances la lecture, tu peux voir que le paramètre que tu as activé effectue des changements aléatoires. Et bien, avec ces différents paramètres proposés, tu peux toi-même modifier les limites de cette influence. Ça t'évite de créer certaines animations complexes qui auraient besoin de mouvements spécifiques. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur cette partie. Nous en avons effleuré uniquement la surface, pour le moment. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble de l'inspecteur, revenons à l'éditeur de nœuds. Il cache pas mal de fonctions qui ne sautent pas aux yeux directement.
Afin d'ajouter et choisir des nœuds, nous avons déjà utilisé une première possibilité avec la barre d'outils. Fusion te propose d'autres façons de faire. Le raccourci Shift plus espace ou CTRL plus espace sur Windows, lui, permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle tu tapes simplement le début du nom de ton effet, ce qui a pour action d'effectuer une recherche automatique dans la liste pour te proposer le nom du nœud se rapprochant le plus. Troisième solution, pour voir l'ensemble des nœuds disponibles, tu passes par le panneau effets, juste ici. Il ressemble beaucoup à celui de la page montage mais propose les effets exclusivement dédiés à Fusion. Le raccourci clavier est très intéressant et rapide lorsque tu sais ce que tu cherches, mais passer par le panneau effet me semble indispensable quand tu débutes, car il permet de voir l'ensemble des nœuds à ta disposition. Il est trié en plusieurs groupes. Une barre de recherche est disponible via la petite loupe en haut à droite. Elle est effectuée selon le groupe sélectionné. Si je clique sur Tool, la recherche va s'effectuer dans l'ensemble des nœuds de Fusion. Les différents groupes sont organisés par type de nœud, et tu en as certains qui ont des caractéristiques communes. C'est notamment le cas des nœuds 3D ou des nœuds de forme. Les voir toutes devant toi te permet de penser plus facilement aux différentes combinaisons possibles pour construire ta composition. Ensuite, tu as des nœuds spécifiques à DaVinci Resolve qui te sont proposés dans Template. Dans cela, tu peux retrouver tous les effets de la page montage, ainsi que des templates déjà prêtes à l'utilisation, qui pourraient t'aider pour une composition spécifique. Je t'invite à explorer toi-même ce qu'elle propose. La plupart des options de l'éditeur de nœuds sont également accessibles via un clic droit. C'est notamment le cas de l'ajout ou même le remplacement de nœuds, en te proposant la même liste que le panneau effet. Cela dit, beaucoup d'options sont disponibles et je ne vais pas toutes les aborder dans ce tutoriel. Voyons les essentiels. Ici, tu as Options. Elle te propose de modifier les réactions de l'éditeur de nœuds, comme afficher ou masquer des éléments spécifiques. Afficher le navigateur permet d'afficher le plan. Il apparaît quand le graphe dépasse de l'écran. Avec Ranger les outils, tu peux faire adhérer les nœuds à une grille pour faciliter leur alignement avec un magnétisme. Enfin, ici, tu retrouves les options qui te permettent d'afficher les vignettes sous tes nœuds. Personnellement, j'aime bien activer Forcer image source, forcer image masque et afficher vignette. Comme nous l'avons vu plus tôt, le rôle des visualiseurs est d'afficher le résultat d'un nœud. Mais il ne permet pas cette seule chose. Certains paramètres peuvent y être modifiés. Tu peux naviguer aisément dans les viewers et manipuler ce qui s'affiche avec les mêmes raccourcis que le panneau des nœuds. Clic molette te permet de déplacer l'image. Commande ou CTRL plus molette te permettent de modifier le zoom. D'ailleurs, tu peux aussi le faire à partir de cette fenêtre en haut à gauche. Le visualiseur propose parfois des outils spécifiques qui s'adaptent selon le nœud sélectionné, et c'est le cas du texte plus, ou encore du polygone. Dans ce type de nœud, tu retrouveras des outils en partie haute qui te permettent de modifier des caractéristiques qui lui sont propres. La plupart des nœuds possédant des caractéristiques de transformation comme le déplacement ou la taille proposent des guides qui peuvent être manipulés directement d'ici. Déjà, au centre, tu remarques un gizmo rouge avec une flèche en direction de chaque axe, X et Y, qui démarrent tous deux d'un carré. Si tu sélectionnes uniquement une des flèches, la transformation sera verrouillée sur sa direction, tandis que si tu sélectionnes le carré, tu peux les déplacer dans tous les axes. Autour, tu as une croix et un cercle en pointillé vert. Le cercle te permet de modifier l'angle de ton objet, et la croix, elle, intervient sur le pivot de l'élément. Le pivot est le point central de toutes les transformations que tu fais. Si je modifie sa valeur dans l'inspecteur, tu peux le sélectionner pour venir le placer où bon te semble. Maintenant, si j'effectue un zoom ou une rotation via l'angle, par exemple, tu vois que l'objet se transforme à partir du pivot représenté par la croix. Maintenant, dans la partie supérieure du visualiseur, plusieurs options te permettent d'accéder à des fonctions. Ici, tu as la lettre A. Elle permet d'attribuer plusieurs nœuds à un seul visualiseur. En déroulant cette option, tu peux choisir ce que l'on appelle un buffer. Il y en a deux, le A et le B, ce qui te permet d'assigner un nœud différent pour chacun d'eux. Volet séparé permet de les afficher en même temps et de les comparer directement en déplaçant ce repère. Sur la droite, un outil nommé ROI. Il ne calcule qu'une zone de l'image et permet de tester des zones plus rapidement. Cette partie te permet de choisir le canal à afficher. C'est utile notamment lorsque tu utilises des images spécifiques qui incluent des couches, comme la profondeur. De même, si tu es utilisateur avec des exigences avancées en termes de gestion de la couleur, tu peux attribuer un profil de couleur spécifique. Elle n'affecte que ce que tu vois ici dans Fusion. Je termine par cette option qui te permet d'afficher ou masquer les outils que je viens de te présenter. Les autres paramètres sont prévus pour des cas précis et je ne vais pas les détailler ici.
Voilà pour ce tour d'horizon de Fusion dans DaVinci Resolve. Si tu as appris un truc aujourd'hui, n'hésite pas à liker ou t'abonner. Et dis-moi en commentaire quel outil tu veux voir en détail. Tu peux revoir la vidéo par chapitre et pratiquer tout de suite sur tes plans. De mon côté, je prépare la suite avec des tutoriels d'exemples pour aller plus loin. Merci d'avoir regardé, bon travail sur Fusion et on se retrouve très vite pour la prochaine étape.